Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éminente revue. Si vous connaissez le principe, vous savez ce qui va se passer. Si vous ne connaissez pas le principe, on va regarder un zapping de l'émission de France Télévisions Vue et on va réagir à ce zapping en fonction des informations qui vont y être délivrées. L'intérêt, c'est de pouvoir en quelques minutes savoir ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures grâce à ce zapping. Donc on va commencer. Alors donc là on est sur l'émission Vue du 12 octobre 2024, une histoire de merde en référence à Coluche. Les petits hommes gris de Bercy ont frappé. Et ils ont fait ce qu'ils savent le mieux faire, taxer, imposer, saigner. On l'a dit depuis 7 ans que Macron, il avait fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et qu'un jour on le paierait tous. Eh ben, c'est de l'inaptitude, c'est de l'amateurisme. Et aujourd'hui, qui envoie en première ligne pour corriger leur amateurisme? Les plus précaires. Elle a pas tort. Pour ceux, alors je sais pas si vous regardez Thinkerview, cette émission où c'est des formats longs d'interviews très longues. Généralement, ça dure minimum 1 heure, 1 heure et demie, et puis ça peut dépasser les 3 heures en fonction des intervenants. Et déjà depuis, peut-être 2020, 2021, alors il parlait effectivement beaucoup des cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron pour faire cette politique de l'offre qui consiste à dire on réduit l'impôt sur les sociétés pour qu'elles soient plus compétitives et elles investissent dans leurs infrastructures, et elles investissent dans l'emploi, et elles investissent dans l'information, et elles investissent dans leur développement, ce qu'elles n'ont pas fait. Ou très peu. Et à côté de ça, les ultra riches, ou en tout cas à partir d'un certain niveau de revenu, vous ne payez plus d'impôts, donc vous allez dépenser dans le pays, vous allez investir dans le pays. Sauf que c'est ce qu'ils n'ont pas fait, parce que si tu dis à un particulier, cette année tu devais payer, je sais pas, je dis une connerie, mais tu devais payer 200 000 euros d'impôts cette année, et on te les laisse pour que tu puisses investir dans le pays. Le mec, 200 000 euros, il peut les mettre où il veut. Il n'y a aucune condition à mettre forcément sur un PEA ou mettre. Et en plus, un PEA, ça dépasse pas les 125 000, je crois. Mais il n'a aucune obligation de les investir dans le pays France, quoi. Il peut les mettre où il en a envie. Donc, s'il veut investir au Luxembourg, s'il veut investir en Irlande, s'il veut investir à Dubaï, il fait ce qu'il veut, le mec. Donc, ce qui fait que l'État a perdu énormément de recettes, n'a pas pu remplir ses objectifs d'investissement dans les infrastructures, d'investissement dans la sécurité, dans la santé, dans l'éducation, tout ça. Et il se retrouve avec des trous gigantesques. Et donc voilà, Et après, comme il fallait faire des économies, on a cherché à faire des économies sur la retraite, on a cherché à faire des économies sur les prestations sociales. Enfin, vous vous rappelez quand même les 5 euros pour les étudiants ? C'est-à-dire qu'on a dit à toute une partie de la population qui a déjà énormément de moyens, vous allez avoir encore plus de moyens à votre disposition, faites ce que vous voulez. Ah puis du coup, ah merde, il nous manque 30 millions pour remplir la caisse pour ce truc-là. On va faire payer les étudiants, on va vous retirer 5 euros d'APL. Alors il y avait l'autre, là, j'ai plus son nom, mais qui disait, ouais c'est bon, vous n'êtes pas à 5 euros près. Pardon, on n'est pas à 5 euros près. Vous savez ce que c'est 5 euros aujourd'hui? 5 euros aujourd'hui, c'est le café et le croissant. C'est-à-dire que moi, je suis pas à 5 euros près. Le boulanger, est-ce qu'il est à 5 euros près pour me vendre son café, son croissant? Peut-être. Hein. Peut-être qu'il est à 5 euros près pour payer la facture d'électricité qui a pris x5 depuis que vous êtes au pouvoir. je sais pas. En fait, c'est absolument dégueulasse comme discours. On dit à des gens qui n'ont pas grand-chose, vous aurez encore moins. Et on dit à des gens qui ont déjà quasiment tout, vous allez avoir encore plus parce que quand même, on compte sur vous pour que le pays aille bien. C'est ça qui est hallucinant en fait. Et de toute façon... La politique d'austérité qu'on a aujourd'hui, c'est une politique d'austérité qui est le résultat d'une politique économique foireuse de la Macronie. Cette hausse tous azimuts, cette cure d'austérité, ce matraquage fiscal sont pilotés par un homme de droite, Michel Barnier, soutenu par un autre homme de droite, Laurent Wauquiez. Mais après, les mecs de droite, historiquement, c'est des gens quand même qui sont... des patriotes économiques, entre guillemets. Donc des mecs de droite, même s'ils favorisent la bourgeoisie, au détriment des travailleurs, même s'ils favorisent les entreprises multinationales, au détriment des PME, il y a un truc quand même qui sont dans leur credo, c'est qui est de dire l'État ne doit pas être déficitaire. Et s'il est déficitaire, il faut le remettre à l'équilibre, au plus proche de l'équilibre. Et si pour ça, un mec de droite doit dire
et ben les ultra riches vont payer, les grosses entreprises vont payer, et tout le monde va y mettre de sa main, et ben il a raison de le faire. C'est ça une politique économique de droite normalement. C'est pas en mode, c'est vraiment la Macronie qui dit ni droite ni gauche, mais qui est une politique de droite en termes d'économie en faveur du marché, et une politique de droite en faveur de la restriction. Enfin, je veux dire, ils ont favorisé les marchés, et pour rétablir un peu d'équilibre qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre, ils ont rogné sur les services publics. Et après, quand il y a eu le Covid, il a dit quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Mais attends. Pendant le Covid, il y avait des boîtes multinationales, multi-trimillionnaires, qui sont censées avoir des trésoreries phénoménales pour prévenir sur leur situation. Il n'y avait pas à leur donner du fric à ces boîtes-là. Si tu as une entreprise, par exemple, je vais te dire une connerie, un gérant d'hôtel, il a réussi à faire une trésorerie de 200 000 euros parce qu'il gère bien sa thune. Il sait que l'arrêt de son activité pendant la période Covid, ça va lui coûter peut-être 180 000 de sa trésorerie. Il a qu'à dire à l'État, bah écoutez, moi je veux bien emprunter 100 000, ça me fera 300 000 euros de trésor. J'utilise 200 000 pour faire tourner mon activité pendant la période Covid, et puis j'essaie de faire un maximum avec ça. Et puis le jour où je dois vous rembourser, j'ai encore 100 000 euros de trésorerie, mais je peux travailler avec, je peux me remettre au travail, je peux faire tourner le truc. J'ai pas besoin de plus. Et voire même, il y a des boîtes, normalement, elles devraient même, je crois que même il y a des boîtes, elles ont même pas pris le prêt garanti par l'État parce qu'elles n'avaient pas envie de s'endetter. Mais au contraire, il y a des boîtes, elles ont cru que c'était de l'argent gratuit. Et moi, pour en avoir discuté avec des gens, il y a des boîtes aujourd'hui, elles sont endettées de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros parce que elles doivent rembourser ces prêts garantis. Mais évidemment qu'il fallait les rendre. Vous avez cru qu'on allait vous les donner gratuitement? Puis quand bien même vous les rendez pas, quand bien même on va vous les donner gratuitement. Mais à un moment donné, s'il y a de l'argent gratuit qui est distribué partout dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, vous êtes gérant d'entreprise et vous ne connaissez pas ce principe de l'inflation par la planche à billets. Enfin, je sais pas, dans quel monde on vit en fait? Ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Nouvelle nuit de violence en Martinique. Le mouvement de colère contre la vie chère se durcit. L'aéroport de Fort-de-France a été fermé. Les mecs qui dirigent, ils n'ont pas de nez. Parce qu'ils sentent pas la merde. Sauf quand elle arrive en gilet jaune, pas loin des rues de l'Elysée. Mais sinon, ils la sentent pas la merde. Ils entendent pas. Parce que quand on leur parle, ils répondent à côté. Et ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas d'esprit. Parce qu'en fait, ils sont tellement pris dans l'engrenage de des montagnes de dossiers d'incompétence qui s'accumulent depuis une dizaine d'années, que les mecs, en gros, même si les mecs ils disent non, je fais table rase et je veux tout recommencer, s'il est tout seul, il peut rien faire. Il faudrait qu'il y ait tout un gouvernement qui dise tout ce qu'on a lancé là depuis X temps, on fait table rase, tout ce qui a été on fait un état des lieux. Moi je ne prends aucune décision, je ne valide rien de nouveau tant que je suis pas à jour des dossiers. Et voilà, mais bon, est-ce que ça marche vraiment comme ça? Plusieurs vols ont dû être déroutés. Des manifestants envahissent les pistes. Certains dégradent les installations. L'aéroport a dû fermer. 8 personnes interpellées. Monsieur le préfet. Alors, moi, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé en Martinique, mais le peu que j'ai suivi, j'ai compris que, déjà, la vie est chère d'une manière générale en Martinique, et que l'intégralité de la grande distribution sur l'île, elle est gérée par 5 familles. Je ne sais pas combien il y a d'habitants sur l'île, j'imagine qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers. Ça me paraît bizarre que non, ça me paraît pas bizarre, mais c'est finalement à l'échelle d'une île ce qui se passe au sein de la métropole, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de personnes qui ont accès à un maximum de richesses et qui du coup font la loi sur la valeur, les prix des choses. À savoir que ce qui se passe maintenant en Martinique, c'est comme la Nouvelle-Calédonie Kanaki, c'est comme les agriculteurs, c'est comme les émeutes, les révoltes de banlieue, c'est comme la réforme des retraites, c'est comme les gilets jaunes. Tout ça, ça part d'un même constat, c'est que ce sont des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui par les voies légales, c'est-à-dire les associations, les demandes de représentation, les demandes de discussion, de négociation sur certains sujets, ils sont pas écoutés, ils sont même ignorés, voire même ils sont méprisés. Et quand la discussion ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu manifestes. Quand la manifestation ne marche pas et que la situation empire, ils t'envoient les CRS et les flics. Et quand la situation
empire parce que les CRS et les flics, ils sont submergés. Les mecs là, ils commencent à avoir peur, ils commencent à se chier dessus, et là, ils commencent à lâcher des trucs. Mais pourquoi, en tant que dirigeant au niveau de la Martinique, pourquoi ils n'entendent pas les gens quand ils disent mais ça coûte trop cher? Pourquoi est-ce qu'ils gardent des tarifs aussi élevés? Et tu vas me dire oui, mais c'est pour qu'ils gardent leur marge. Mais attends, une fois encore, ils n'ont pas de trésorerie, ces boîtes-là. Ces entreprises de distribution, ils n'ont pas de trésorerie. Ils peuvent pas se dire, oui, bon allez, pendant 3 mois, on va réduire de 15% nos prix pour permettre à tout le monde de pouvoir manger et de calmer la situation avant que ça empire. Non, on va garder des prix de ouf. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein, c'est ça le pauvre. Et puis le jour où ils nous emmerdent, on leur envoie les CRS. C'est quoi ce pays en fait? En éducation civique, je me rappelle pas qu'on avait appris les choses comme ça. Hein. Monsieur Jean-Christophe Bouvier, depuis le début de cette table ronde, votre attitude nuit à la qualité des échanges, à l'avancée des choses, mais elle nuit aussi à l'image de la France. Bien, parce qu'on a le sentiment, je n'ai pas terminé, que vous vous moquez de ceux qui sont autour de cette table, et notamment des parlementaires que nous sommes. À la nuit. Oui, vous voyez, quand ça ne marche pas, ça, les gens deviennent violents, et c'est normal. C'est normal. Vous êtes propriétaire de votre immeuble ou vous êtes propriétaire de votre appart ou tout ça, et il y a un problème avec le syndic. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème avec le syndic? Vous vous rappelez là, vous l'avez certainement vu, le mec là qui s'est déguisé en vache pour aller au salon de Stellantis là, pour leur dire vos bagnoles c'est de la merde et vous me répondez pas. Le mec, il a fallu qu'il se mette en vache et qu'il aille faire la honte au salon de l'auto à Stellantis pour qu'on l'écoute. Sinon le mec, personne l'écoute. Alors c'est pas faire preuve de violence, il a pas été violent, il a pas frappé des trucs, mais c'est une forme d'expression qui est violente pour l'image de Stellantis, parce que vraiment ça leur met le nez dans leur caca. Et c'est ça le truc. Quand tu n'es pas écouté, quand la voix classique ne fonctionne pas, tu finis par faire des coups d'éclat en fait. Et ces coups d'éclat, ça peut être soit comique comme le cas du mec en vache à Stellantis, soit la Martinique avec des trucs de violence, et comme dans toutes les manifestations violentes qu'il y a eu en France depuis 2017. Tombé, la tension est plus vive encore. Près de l'aéroport, des concessions automobiles incendiées. 2 hommes à moto trouvent la mort dans un accident. Un autre a été tué. Mais voilà, si par rapport à ce que je vous ai dit, si il y a quelques mois, les entreprises avaient dit bon on va réduire nos marges de 15% pour pouvoir permettre à la population d'acheter à manger et de calmer le jeu, t'aurais pas eu tout ça. Les gens, ils ont quel intérêt à brûler des concessions? Il y a aucun intérêt pour eux. Ils vont rien en retirer de brûler la concession. C'est juste une expression de colère parce que les mecs ils se disent mais attends, vous m'avez tout pris, je vais tout vous prendre. C'est juste ça en fait. Depuis le début, on nous dit des choses. Ça se discute, il n'y a rien qui ressort de bien et au final, ça a craqué, ça a pété. On ira jusqu'au bout, jusqu'au bout des choses. Il faut leur dire ça. Ici, on est chez nous. Voilà, exactement. Ici, on est chez nous. Nique ta mère. Et voilà, du coup, les mecs, ils finissent par dire on est chez nous. C'est-à-dire qu'ils finissent par dire votre administration nous détruit. Et donc, quitte à ce que ça réveille en eux une envie d'indépendance, parce qu'en fait ils se disent mais en fait on se fait marcher dessus, on est dépendant, qu'ils aillent se faire voir, et puis on reprend le truc, et puis c'est pas dit qu'ils fassent mieux, on n'en sait rien ça, mais le fait est que ça réveille des envies d'indépendance, mais d'indépendance totale. Quand est-ce qu'on s'attaque aux racines du problème? C'est ça la question. Tous les diagnostics ont été posés sur la vie chère aux Antilles. Tout. On connaît exactement les causes, ces intermédiaires qui s'enrichissent, qui s'en mettent plein les poches. Là où il y a 2 ou 3 intermédiaires en métropole, il y en a qu'un. Mais parce que ce mec-là, il va rien changer. Ce mec-là, il sait très bien que son poste, il va pas le garder pendant plus de 3... Peut-être d'ici début de l'année prochaine, il sera plus là, ce gars-là. Il s'en fout. Et même s'il en a pour 1 an et demi, 2 ans, ça va juste être un truc sur son CV. Je pense même pas qu'il ait voulu être ministre un jour dans sa vie, ce gars-là. C'est pas possible. 15 en Martinique pour les produits, et par ailleurs des approvisionnements qui sont en majorité venus de métropole plutôt que de l'économie de la région. Le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo. Cette organisation regroupe des survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Nous allons continuer à appeler le monde à abolir les armes nucléaires et à construire une paix durable. Un prix pour ses efforts en faveur, je cite, d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages qu'elles ne doivent plus jamais être utilisées, selon le président du comité Nobel. Ça changera rien. On se repose.
On fait une petite pause. On attend d'y retourner. Dans le sud du Liban, la force de l'ONU, les casques bleus de la finule, ont été visés par des tirs de l'armée israélienne pour le 2e jour consécutif. 2 militaires ont été blessés hier après le tir d'un véhicule blindé israélien. L'Italie ou encore l'Espagne ont fermement condamné ces actes. Mais c'est pas grave parce que selon l'échelle de Netanyahou, il y a un droit à se défendre. Donc évidemment, vu que les casques bleus ont été attaqués par les forces armées israéliennes, évidemment que les forces armées de l'ONU ont un droit de réponse. Et donc ils vont répondre. Et donc c'est ce qui va se passer, normalement. J'imagine. Non? Non. En fait, non, on sait très bien que non. Do you ever get the feeling that the military retaliation might be going too far sometimes? No, not now. Si vous étiez là le 7 octobre, vous ne diriez pas cela. On ne veut pas se justifier de ce que l'on fait. On n'en a pas besoin. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est leur problème. Nous, on s'occupe de nous, de notre sécurité. On veut sauver la vie de nos enfants. En réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre. Ça c'est pareil, on pourrait en parler, mais pendant des heures et des heures. Si la Suisse était un pays qui était en conflit avec la France, que du coup la Suisse était sous embargo par rapport à la France, qu'elle avait interdiction pour les Suisses de venir en France et que par contre il était possible pour des Français d'aller en Suisse pour des postes intéressants, etc. etc. Que du coup la vie des Suisses perdait en qualité de vie et l'avenir des Suisses était compromis. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de front de libération nationale suisse qui pourrait faire un raid sur la Savoie en France pour se venger de cette situation intolérable de domination qui les empêche de pouvoir prospérer, de pouvoir avoir un avenir meilleur? Ce serait tout à fait possible. Pourquoi ça n'est jamais arrivé? Parce que la Suisse et la France sont des pays qui ont une entente cordiale depuis plus de 2 siècles et qui ont des échanges monétaires, des échanges monétaires, universitaires, etc. Donc bon, c'est un pays allié. C'est un pays avec lequel on se développe en commun. Pourquoi le 7 octobre a eu lieu et pourquoi tout ce qui a eu lieu avant ont eu lieu? Pourquoi le Hamas existe? Parce qu'il y a une volonté de la part d'Israël et de la part d'autres pays, de certains membres palestiniens, de ne pas vouloir faire la paix. Vous imaginez la puissance qu'aurait pu être Israël-Palestine s'ils avaient décidé de faire cause commune? C'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Dans la magnifique demeure que vous découvrez derrière moi, va se dérouler une aventure hors du commun. 12 célébrités passionnées de romans policiers ou enquêteurs à l'écran ont reçu une invitation signée de la main d'un mystérieux maître du jeu. Il y en a quand même, ils ont la belle vie. Hein. Pendant que vous avez du mal à finir vos fins de mois, vous avez du mal à payer vos factures, vous avez du mal à vivre de manière sereine. Il y en a qui ont déjà beaucoup accumulé dans leur belle vie et qui arrivent encore à s'amuser dans ce genre de trucs. J'arrive pas, moi, à me divertir de ce genre de choses. Tout le monde a les mêmes maisons, c'est un village de gauche. Okay. Et comment on choisit le capitaine? Ah, on ne choisit pas, c'est un village de gauche, donc c'est une élection classique, démocratique. Démocratie, d'accord, je capte. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si le capitaine il se fait dévorer? Ah bah là par contre c'est lui qui choisit qui est le capitaine. Vite fait démocratie quand même. Ouais, ça devient on passe vite, de démocratie à oligarchie là. Isolés du reste du monde, ces 12 célébrités promues détectives... Tout gouvernement, même anarchique, pourrait être dirigé par une oligarchie. Mais il y a des oligarchies qui sont choisies et il y a des oligarchies qui sont subies.
n'ont qu'une mission. Décrypter des indices du monde, ces 12 célébrités promues isolées du reste du monde, ces 12 célébrités promues détectives n'ont qu'une mission. C'est quoi ça C'est quoi? C'est des livres anciens, ça? C'est une bibliothèque? Oh, le rêve! Décrypter des indices pour découvrir l'identité de celui ou celle qui les a invités. Chaque joueur part maintenant chercher sa boîte dans laquelle se trouve sa carte rôle. Villageois, loup-garou, petite fille. Si sa boîte explose, c'est que le village a décidé de l'éliminer. C'est inhumain. C'est inhumain, il n'y a pas d'autre... Ouh la vache. En tout cas, c'est un grand moment de télé que vous avez là, hein, je vous le dis. Ouais, Hot Ones, j'ai jamais regardé non plus un épisode, je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime, commenter, partager, et puis bah découvrir les autres vidéos de la chaîne, hein. On est là pour ça, on est là pour apprendre. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salutations.